Le grand journal sur For You Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue au sommaire. Mali, affaire des 49 soldats arrêtés à Bamako. Comment comprendre le jeu et l'obstination du gouvernement ivoirien? Un conseil national de sécurité extraordinaire s'est tenu le 12 juillet 2022 en Côte d'Ivoire. Celui-ci était mené par le président Alassane Ouattara. À l'issue du conseil, les autorités ont demandé le relâchement des soldats mis aux arrêts à Bamako. Selon Abidjan, les 10 soldats étaient dépourvus d'armes, d'une sortie qui vient davantage jeter le flou sur l'implication du pays de Ouattara. On y revient dans ce grand journal. Et puis Burkina Faso, climat politique, le procès de Compaoré toujours attendu. L'ancien président burkinabé revient il y a 6 jours au pays, continue d'être bien sûr attendu en justice. Celui qui avait été condamné à perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara n'a jamais épuisé sa peine. La veuve du défunt réclame pourtant son emprisonnement, un prétexte pour le collectif des avocats des partis civils au procès de Sankara pour s'indigner à l'unisson. Retour sur cette information également dans ce journal. Et puis on débute avec l'actualité au Mali, affaire de 49 soldats arrêtés à Bamako. Abidjan a rendu public un communiqué qui, loin de dissiper les doutes sur la réelle mission de ces soldats, vient plutôt jeter le trouble et entretenir le flou. Assam Zili coche les incohérences de cette communication officielle ivoirienne dans ce reportage. Regardez. À quel jeu joue Abidjan? La question mérite d'être posée au vu du communiqué publié par les autorités ivoiriennes à la suite du Conseil national de sécurité extraordinaire réuni mardi par la présidence. Elle qui, dans un premier temps, avait affirmé ignorer tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés dimanche dernier à l'aéroport Modibi Keïta et dont la présence en terre malienne a été jugée illégale par les autorités de ce pays, soutient désormais que ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvait au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien à la MINUSMA. Bien plus, Abidjan affirme que la présence de ces soldats dans le cadre de la mission est bien connue des autorités maliennes, malgré le déni de ces dernières qui font écho de la non-information de leur ministère des Affaires étrangères par les canaux officiels. De quoi entretenir le flou dans cette affaire. La bataille semble se déjouer du point de vue territorial, mais pour aller au niveau communicationnel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'attitude du gouvernement ivoirien, qui au préalable dénie, refuse, mais quelques heures plus tard accepte et reconnaît qu'il y a quand même l'existence de l'armée ivoirienne en terre malienne, a quand même été un élément très clair qui quand même nous invite en tant qu'analystes de nous poser des vraies questions. Est-ce que la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes jouent franc jeu quant à leur implication dans la stabilité de la sous-région et en l'occurrence du cas du Mali? Selon certaines indiscrétions, de nombreuses interrogations demeurent. Pourquoi 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence au Mali? Pourquoi n'étaient-ils pas en possession d'un ordre de mission lors de leur déploiement? Pourquoi la mission onusienne au Mali affirme ne pas être au courant d'une éventuelle rotation de militaires ivoiriens le 10 juillet 2022? Autant d'incohérences qui semblent justifier la posture suspicieuse des autorités maliennes de transition. Et on se rend véritablement compte qu'Assimi Goïta se positionne comme l'homme fort, qui en réalité est un homme d'État, qui travaille pour la stabilité du pays. Et vu dans ce prisme-là, il est important que toutes les velléités, toutes les formes de velléités susceptibles de mettre à mal ce grand chantier de réforme, de refondation du Mali, il est important que les autorités maliennes puissent se saisir de l'affaire et la vigilance, ou encore n'eût été la vigilance des autorités maliennes, on pouvait passer, ou encore ces militaires pouvaient passer inaperçus. Cela démontre à suffisance que les autorités maliennes sont plus que jamais déterminées dans la refondation et la reconstruction pour que l'ordre constitutionnel puisse revenir dans ce pays. Abidjan nie toute intention de déstabiliser le voisin malien et demande la libération sans délai des soldats interpellés. Reste à savoir si Bamako cédera à cette injonction.
Et voilà que le torchon brûle entre Bamako et Abidjan. Il faut rappeler tout simplement que l'affaire des 49 soldats arrêtés sur le territoire malien n'en finit pas avec ses rebondissements. Les relations diplomatiques entre les deux pays s'effritent encore plus lorsque la Côte d'Ivoire réclame la libération des 10 soldats mis aux arrêts par Bamako. Foot Ndedi. Les événements en date en disent long sur les intentions de la Côte d'Ivoire envers la nation sœur malienne. Pour mieux comprendre la tension qui s'impose entre les deux pays, retour sur la conversation téléphonique non authentifiée attribuée au président ivoirien et à l'ex-premier ministre malien Boubou Cissé, qui a pendant un moment agité la scène politique et judiciaire malienne. Au cœur de l'appel, les deux hommes échangent sur la position intenable du gouvernement de Bamako. Des événements qui se déroulent le mois de février dernier. Et quelques mois seulement après cet incident, qui n'a pas encore trouvé une réponse sur le plan judiciaire, une autre affaire fait le buzz. 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali à leur descente d'avion à Bamako par des autorités. 49 militaires ivoiriens au total. Ils sont alors interpellés le dimanche 10 juillet. Le lendemain, c'est-à-dire lundi 11 juillet, le gouvernement de la transition a indiqué les considérer comme des mercenaires. Mardi 12 juillet, la Côte d'Ivoire a demandé au Mali de libérer sans délai ses 49 militaires interpellés injustement. C'était dans un communiqué publié à l'issue d'un Conseil national de sécurité extraordinaire, où le gouvernement ivoirien a fait savoir qu'aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre. Cet incident diplomatique pourrait être un levier du gouvernement malien contre le président Alassane Dramane Ouattara, qui avait alors soutenu une ligne dure sur la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Alors que les relations entre le Mali et ses pays voisins semblaient s'être pacifiées suite à la levée des sanctions imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le 3 juillet dernier, il est clair que cette tentative de coup d'État ou tout simplement coup de bluff diplomatique au contour flou menace de faire rechuter la région dans l'instabilité. Un appel à la sauvegarde des acquis et l'intégrité territoriale. C'est en cela que se résume l'allocution de Assimi Goïta, le président de la transition malienne, le 8 juillet dernier. Un discours plus que visionnaire au regard de l'arrivée des 49 soldats sur le territoire malien, jugés au départ de possibles tentatives de coup d'État le 10 juillet 2022. La rédaction centrale de For You Media pousse l'interrogation. Assimi Goïta serait est-il le prototype même d'un président avant-gardiste? Réponse avec vous, Noira. En appelant le peuple malien à une union sacrée autour de l'intérêt supérieur de la nation, dans son adresse à la veille de l'Aïd El-Kébir le 8 juillet 2022, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, comme le souligne un adage bantou, a vu de loin le projet funeste qui était d'ores et déjà réservé au Mali. Mes chers compatriotes, il est évident que notre approche n'a jamais consisté à remettre en cause le retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, ceci devrait se faire dans des conditions de sécurité et de stabilité. Dans ce contexte, il me plaît de saluer la montée en puissance des forces armées maliennes qui remportent des victoires éclatantes sur les groupes terroristes. Ces derniers, dans leur dépendance, n'ont d'autre stratégie que de s'attaquer aux paisibles citoyens, sémant la mort et la désolation dans certaines localités. Lequel projet a failli voir sa réalisation le 10 juillet 2022 lors d'une tentative de coup d'État manquée de 49 soldats non identifiés d'origine ivoirienne appréhendés à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako, dont le but simple était de déstabiliser l'action et la trajectoire du gouvernement de la transition, comme le souligne son communiqué. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Aussi faut-il le souligner que lors de son adresse à la nation,
le chef de l'État malien, dans sa lutte contre le terrorisme et la sécurisation de l'intégrité territoriale du Mali, a fait savoir que les FAMA ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ils doivent cependant comprendre que les forces armées vont continuer leurs offensives pour les traquer partout afin de ramener la paix et la quiétude sur l'ensemble du territoire. Depuis l'accession du Conseil national de la transition à la tête de l'État malien, c'est un nouveau souffle qui a été impulsé au peuple du Mali avec les actions qui y sont menées et les réformes qui y sont apportées. Et au regard de la gestion des événements du 10 juillet 2022, il est plus que certain de souligner que le président de la transition malienne, colonel Assimi Goïta, est un dirigeant avant-gardiste. Est-ce qu'à la présent au Tchad, où le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, séjourne depuis 48 heures, depuis le 12 juillet 2022, et ce pour un séjour de 48 heures dans le cadre d'une visite officielle aux multiples enjeux que je vous propose de découvrir d'ailleurs dans cet élément signé Mamouto. Le président nigérien Mohamed Bazoum a entamé le mardi 12 juillet 2022 une visite officielle de 48 heures au pays de Tourmaï. La journée du 13 juillet a été ponctuée par un tête-à-tête entre les deux hommes d'État et une rencontre bilatérale élargie aux deux délégations suivie d'une conférence de presse conjointe. Ce déplacement de Mohamed Bazoum au Tchad est à multiples enjeux, même si, de visu, l'objet de cette visite s'inscrit dans le cadre des prises de contact périodiques entre les deux dirigeants et du renforcement de la coopération bilatérale en raison des liens indéfectible de proximité géographique, culturelle, économique et sociale entre le Niger et le Tchad, comme l'explique la présidence nigérienne. Les sujets d'intérêt commun comme l'urgence sécuritaire au Sahel, entre l'engagement tchadien dans le fuseau central et dans la lutte contre Boko Haram. Les questions économiques pour les deux pays producteurs de pétrole ainsi que les perspectives qui s'offrent au lac Tchad menacé ont été au menu des discussions entre les présidents Mohamed Bazoum et celui du Conseil militaire de transition, Mahamad Idriss Déby. Un autre sujet, la question du lac Tchad avec le renforcement de la résilience et de la stratégie de revitalisation du cadre de vie de près de 50 millions des 4 pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad. Au Togo, à présent, Umaro Sissoko Ambalo était en visite de travail et d'amitié dans le nord du pays. Les échanges avec son homologue Faure Gnassingbé ont porté sur la situation dans la sous-région et le renforcement de l'intégration au sein de l'espace, ainsi que l'intensification des échanges entre le Togo et la Guinée-Bissau. Reportage Bala. Pour sa première visite à l'étranger, après son élection à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Ambalo s'est rendu au Togo. Officiellement, le renforcement de la coopération bilatérale était l'objet principal de cette visite de travail en terre togolaise le mardi 12 juillet 2022. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko, également président en exercice de la CEDEAO, a été accueilli à l'aéroport international de Niamey-Togo par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, selon un communiqué des autorités togolaises. Au menu de ce déplacement officiel, un entretien en tête-en-tête entre les deux dirigeants à Pia, au cours duquel ont été abordées des relations diplomatiques et la coopération entre les deux pays. Des échanges ont également eu lieu sur la situation dans la sous-région et le renforcement de l'intégration au sein de l'espace. Des sources bien introduites, consultées, renseignent qu'au-delà des questions bilatérales, la rencontre entre les deux chefs d'État a porté sur les actions à mener afin d'aboutir à des élections et au rétablissement d'un gouvernement civil au Mali, Burkina et en Guinée. Il s'agit là de la deuxième visite de Umaro Sissoko Ambalo au Togo, après celle d'il y a un peu plus de 2 ans. Le Togo et la Guinée-Bissau entretiennent d'excellentes relations. Pendant la crise sociopolitique qui a secoué le pays lusophone, le Togo avait déployé des policiers et gendarmes dans le cadre d'une mission régionale de sécurisation et de maintien de paix. 140 au total, ces personnes étaient chargées d'assurer la sécurité de l'élection présidentielle dans ce pays, agité par des crises politiques à répétition. L'élection d'Umaro Sissoko Ambalo à la tête de la Guinée-Bissau avait créé des conditions favorables d'un retour à la stabilité. Plusieurs pays participaient à cette mission de sécurisation, dont le Burkina Faso, le Nigeria et le Sénégal.
En Côte d'Ivoire, à présent, les attentions sont tournées vers la réunion tripartite organisée par le président ivoirien Alassane Ouattara le 14 juillet prochain. Celle-ci réunira ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Au menu des échanges, la question des prisonniers dits politiques de 2010, 2011 et 2020, ainsi que les élections locales. Motombole nous en dit plus. Ce qui s'apparentait jadis comme une impossibilité, voire une équation difficile à résoudre, semble désormais une pilule qui peut être avalée sans le moindre risque qu'elle reste en travers de la gorge. On ne saurait parler ici d'exagération dans cette rhétorique. Vu qu'au regard de l'annonce du président de la Côte d'Ivoire à travers laquelle il traduit sa disponibilité et volonté à recevoir à la présidence ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo le 14 juillet 2022, il est clair que l'on s'achemine là vers l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Un pays qui peine à se reconstruire et à faire battre le cœur de la réconciliation nationale depuis les tristes événements politiques de 2010. C'est donc un timing qui n'est pas est nihilo. Ça répond à un souhait du dialogue politique longtemps souhaité, aussi bien par le peuple que par les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition. Les trois personnalités du landerneau politique ivoirien évoqueront la question des prisonniers dits politiques arrêtés lors des crises électorales de 2010-2011 et de 2020 et celles des élections, à savoir la présidentielle de 2025. Mais bien avant, il y a les scrutins locaux et régionaux de 2023. Un point qui ne sera pas négligé lors des échanges, c'est celui de l'environnement électoral. Pour dissiper toute récupération politique et montrer sa bonne foi à l'aune de cette tripartite, le gouvernement a annoncé mercredi déposer un projet de loi créant 2 nouveaux sièges à la commission centrale de la commission électorale indépendante, un pour le parti au pouvoir, l'autre pour l'opposition, qui devrait revenir au PPACI de Laurent Gbagbo. Le bal de supputation est alors lancé. Son apothéose le 14 juillet 2022, date durant laquelle on aura les résolutions de cette tripartite. Merci Motombole. Vous ne partez pas, car avec vous, nous allons au Burkina Faso, où après le retour de l'ancien chef d'État Blaise Compaoré le 8 juillet 2022, la veuve de Thomas Sankara a réclamé justice et d'ailleurs continue de la réclamer. Une sortie qui a créé moult réactions, notamment au sein du collectif des avocats des partis civils au procès de Thomas Sankara. Le déroulé, c'est avec vous. Le ton est désormais monté de plusieurs crans au sein du collectif des avocats des partis civils au procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Au cours d'une conférence de presse, la partie demanderesse n'est pas allée du dos de la cuillère pour exiger l'exécution du mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré. Cette exécution doit se faire sans tenir compte des agendas politiques. C'est une défiance à la justice. C'est un déni de justice. Mais plus grave, c'est un discrédit qu'il jette sur la décision de justice. Il faut savoir qu'en droit, d'ailleurs, c'est une infraction. Peut-être qu'après, on avisera. Parce que c'est très grave quand même. Et ce qui est encore plus injuste, vous savez, nous avons tous plaidé dans ce dossier et d'autres dossiers. Mais prenez les autres condamnés. Mon ami Diendéré, il purge sa peine. Il faut d'ailleurs le dire dignement. Mais pourquoi lui, il est burkinabé, il est condamné, il purge sa peine? Pourquoi Blaise Compaoré, condamné, lui, on lui déroule un tapis rouge à la limite. Vous avez Palme, condamné. Ils ont les mandats, ils exécutent. Mais pourquoi d'autres sont en prison? Et puis il y a une catégorie de Burkinabés qui ne doit pas aller en prison au nom d'une pseudo-réconciliation, dont on a vu d'ailleurs les effets. Ici, on ne s'empêche pas d'évoquer la complicité entre le gouvernement ivoirien et burkinabé à l'aune de la mise à exécution du mandat d'arrêt contre l'ancien président du Burkina Faso. L'État ivoirien a dit que s'ils ont convoyé Blaise Compaoré au Burkina, c'est parce qu'ils ont reçu toutes les assurances et garanties de nos autorités qui ne seraient pas inquiétées. Pour ce collectif d'avocats, le président du gouvernement de transition ne sert pas la cause nationale. Le régime de Damiba vient de nous dire très clairement d'où il vient, où il va et comment il pense y aller. Il pense simplement qu'il vient de l'ancien système, où il va,
Il va vers la restauration de l'ancien système. Comment il pense y aller? Il pense y aller en défiant le peuple, en passant par la force. Ok, on verra. Si un individu, si un groupe d'individus peut faire face à tout un peuple. Cette levée de boucliers au sein des partis civils au procès de l'assassinat de Thomas Sankara intervient à la suite de la présence de Blaise Compaoré au Burkina Faso après 34 ans d'exil en Côte d'Ivoire à l'invitation du président de la transition. Une invitation qui s'inscrit dans la quête d'une réconciliation. Joseph Ndogbenou, le président de la Cour constitutionnelle au Bénin, a rendu son tablier et tout simplement le 12 juillet 2022. Il faut également rappeler que c'est à 11 mois seulement de la fin de son mandat. La passation de service entre le président de la Cour constitutionnelle et le vice-président Razaki Hamouda a eu lieu le 13 juillet 2022 dans les locaux même de l'institution. Les détails avec vous, P. Joseph Ndogbenou n'est plus le président de la Cour constitutionnelle. L'annonce a été faite mardi 12 juillet dans un communiqué signé par le secrétaire général de la Cour constitutionnelle après que ce dernier ait remis sa lettre de démission au vice-président de la haute juridiction. Cette décision intervient 6 mois avant la tenue des élections législatives prévues en janvier 2023. Jusqu'ici, aucune autre précision n'a été donnée sur les raisons de sa démission, alors que son mandat prenait initialement fin en juin 2023. Rappelons que Joseph Ndogbenou est à la tête de la Cour constitutionnelle depuis 2018 et avait été reçu la veille en audience par le président béninois Patrice Talon à Cotonou, sans faire de déclaration à la sortie de leurs échanges. Pour certains observateurs politiques, cette démission pourrait être une occasion pour lui de se présenter aux élections législatives de 2023. Avocat de profession, Joseph Ndogbenou avait été élu député en 2015, puis nommé ministre de la Justice après l'élection de Brice Talon en 2016. Avec cette démission, l'actuel vice-président Razaki Hamouda prend la tête de l'institution. À cet effet, la passation de service entre le président sortant et le vice-président de la Cour a eu lieu mercredi 13 juillet dans les locaux de l'institution à Cotonou. Pour l'heure, l'ex-président de la Cour repart vers le parti politique de l'Union progressiste afin d'assurer un rôle important. Escale au Rwanda à présent pour parler du génocide de 1994. 20 ans d'emprisonnement pour l'ancien préfet Laurent Bassi Baruta. Il écope donc de cette condamnation qui a été rendue publique le 12 juillet 2022. Il est accusé de complicité de crimes contre l'humanité ainsi que de génocide. Emma Moutou. Acquitté en tant qu'auteur des génocides, mais reconnu coupable en tant que complice des génocides et de crimes contre l'humanité pour 4 massacres, au terme de près de 11 heures de délibéré. Laurent Bassi Baruta, qui comparaissait libre sous contrôle judiciaire depuis le 9 mai dernier, a passé la nuit du 12 au 13 juillet 2022 en prison. Il a été escorté par des gendarmes peu après l'énoncé du verdict. L'accusation avait requis à son encontre la réclusion à perpétuité, le considérant complice d'un massacre de Tutsis et auteur de 4 autres dans sa préfecture de Gikongoro. Cette région du sud Rwanda a été l'une des plus touchées par le génocide qui a fait au moins 8000 morts dans le pays entre avril et juillet 1994 selon l'ONU. La Cour a totalement acquitté Laurent Bassi Baruta des accusations de génocide et des crimes contre l'humanité commis à la paroisse de Kibero le 14 avril 1994, ainsi que celles concernant les exécutions de prisonniers Tutsis à la prison de Gikongoro. Il est également condamné pour complicité de ces crimes pour les exécutions d'élèves à l'école Marie-Merci de Kibero et celles commises lors de rondes et à des barrières. Sa défense avait plaidé l'acquittement. Il était le plus haut responsable rwandais jamais jugé en France pour des crimes liés au génocide des Tutsis. Après les condamnations définitives d'un officier militaire et de 2 bourgmestres et la condamnation en première instance d'un chauffeur qui a fait appel. Laurent Bassi Baruta a 10 jours pour faire appel de sa condamnation.
Au Cameroun, à présent, crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. 6 ans après le déclenchement de celle-ci, eh bien, les interrogations se poursuivent quant au plan de reconstruction et de développement dans ces deux régions, d'où la préoccupation principale à l'aune de l'urgence du dit plan quand on sait que les habitants continuent de vivre dans la psychose. Dans ce reportage, le député, l'honorable Bessala Martial, tente de répondre. Regardez. Il y a 6 ans que le conflit qui se vit au nord-ouest et au sud-ouest a éclaté. Et pourtant, il couvait depuis des dizaines d'années. Le pic de violence intervient en octobre 2017. S'ensuit alors un regain de dérèglement, perte en vies humaines, avec 6 000 morts depuis 2016, perte en matériel et infrastructures, déficit économique avec le phénomène de Ghost Town, ville morte, déficit éducationnel avec 70% d'enfants non scolarisés entre 2018 et 2021. Une situation qui avait interpellé l'État. Celui-ci a mis sur pied il y a 18 mois le plan de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Paul Tasson, ministre délégué, est le coordonnateur national. Celui-ci œuvre en compagnie du programme des Nations Unies pour le développement. Mais alors, lorsqu'on sait que les exactions se poursuivent dans les deux régions, la question se pose. N'est-ce pas mettre la charrue avant les bœufs que de ne pas étrangler définitivement? Tout d'abord, la crise avant de reconstruire. L'honorable Bessala Martial du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC répond avec argument par la négative. Le plan de reconstruction est une autre façon pour le gouvernement de tendre la main aux populations du nord-ouest et du sud-ouest, aux groupes irrédentistes en leur disant venez prioritairement être des acteurs au premier plan de la reconstruction de vos régions. Vous avez vu des hôpitaux brûlés, vous avez vu des écoles brûlées. C'est le moment pour vous de récupérer ce que vous avez fait. Il n'y a pas meilleur façon de soumettre une proposition d'adhésion des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Si le coordonnateur et quelques membres du gouvernement tentent bien que mal de prouver que le PPRD du nord-ouest et du sud-ouest apporte des résultats globalement satisfaisants, il reste que la crise perdure et floute son temps d'expiration. Le gouvernement camerounais peut-il résoudre cette crise? Évidemment, oui, mais comment? Il faut une éducation citoyenne renforcée, un réarmement moral renforcé, une véritable adhésion de tous les citoyens camerounais, mobiliser toute l'élite politique traditionnelle, intellectuelle, villageoise, urbaine, extérieure, pour mettre en fait et en cohésion des règles claires de participation à la construction d'une nation. La crise sociopolitique dans les deux régions a, après 6 ans, un bilan déjà lourd, avec près de 6 000 morts et plus de 700 000 déplacés, et j'en passe. En sport, Joël Embiid, le basketteur de nationalité, ou du moins d'origine camerounaise, a obtenu la nationalité française d'après un décret signé le 4 juillet 2022. Un changement qui ouvre la voie à sa possible intégration en équipe de France au détriment du Cameroun, et ceci dans les perspectives des Jeux olympiques de Paris en 2024. Un Guéné pour plus de détails. C'est fait. Joël Embiid est français. Né le 16 mars 1994 à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, le joueur vedette de la NBA a obtenu la nationalité française. À 28 ans, il a fait toute sa carrière dans le meilleur championnat de la planète depuis ses débuts en 2014 sous le maillot de Philadelphie, où il tourne à des moyennes de 26 points et 11 rebonds par match. Du haut de ses 2,13 m pour 127 kg, Embiid a par ailleurs terminé meilleur marqueur de la saison régulière avec une moyenne de 30,6 points par match. Cette volonté de changer de nationalité sportive a germé dans la tête du basketteur d'origine camerounaise depuis 2016, bien que tant très peu adulé par certains joueurs de l'équipe de France de basketball, vice-champion olympique à Tokyo. L'équipe de France aura-t-elle un jour Joël Embiid dans ses rangs? La question s'était déjà posée il y a quelque temps. Elle va donc désormais revenir sur la table avec une plus grande insistance. Fin juin 2022 déjà, le manager général des experts, Boris Diaw, lui-même ancien joueur de la NBA,
avait indiqué qu'une naturalisation ne lui garantirait pas pour autant un accès direct à l'équipe de France. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir regardés sur For You Télévision. Les programmes et l'information se poursuivent. Au revoir, Boaki.